Le premier procès d'un ancien responsable de la communauté de Riaumont, situé à Liévin, dans le Pas-de-Calais, vient de se tenir. Bonjour, Ixelle Delaporte. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez publié en 2022 Les enfants martyrs de Riaumont, un livre enquête sur cet ancien village d'enfants. Vous nous aviez d'ailleurs expliqué à l'époque votre travail. Le procès s'est donc ouvert. Première réquisition contre un ancien prieur. Alors 2 ans de prison, dont un ferme contre cet ancien responsable pour consultation et détention de contenu pédopornographique. Le jugement est mis en délibéré au 6 mai, mais ça c'est seulement le début des enquêtes et de la procédure judiciaire. D'abord, est-ce que vous avez suivi le procès qui se tient à Béthune ? Oui, j'y étais hier. Vous y étiez hier, qu'est-ce que vous en avez retenu ? Ça a duré 4 heures, c'était très long, donc c'est difficile de résumer ça, mais de ce qu'il en est ressorti, c'est surtout une défense de la part du père Alain qui est très hasardeuse, parce qu'il nie tout, en fait. Il nie la détention de 2000 fichiers, il nie avoir consulté tout ça, et surtout, disons que la première raison qu'il expose pour avoir commencé à regarder quelques images de ce type, c'est à une visée pédagogique pour comprendre ce que les jeunes avaient en tête. Voilà, donc c'est vraiment complètement ubuesque, quoi. C'est ça, dans le cadre d'une étude anthropologique, sociétale et éducative pour mieux comprendre la jeunesse. Ce sont les mots qu'il a employés pour tenter de justifier la présence de ces 2000 tout de même fichiers illicites. Vous l'avez rappelé. Ça vous évoque quoi, cette défense, avant d'en venir à l'école en tant que telle ? Pour tout vous dire, ça m'étonne pas tellement. Ça m'étonne pas tellement parce que Riaumont, depuis 1960, vit dans une impunité totale et que ils sont dans une sorte de complot. En fait, ils pensent qu'il y a un complot qui se joue contre eux, qu'il y a des forces du mal qui veulent que le lieu ferme. Et donc, finalement, la défense, elle est assez logique par rapport à la manière dont il se comporte depuis le début, par rapport à toutes les révélations qu'il y a pu avoir de violences physiques, de violences sexuelles, de violences systémiques dans ce lieu qui existe depuis 1960, moi j'ai des témoignages depuis pratiquement l'ouverture de ce lieu. Donc voilà, du coup c'est un déni total et ça va tout à fait, c'est très logique avec la manière dont il se défend, en fait. Alors justement, est-ce qu'on peut prendre le temps de revenir sur, vous avez dit 1960, donc ça c'est l'ouverture de celui que l'on allait appeler le village d'enfants, avec au début l'accueil d'enfants difficiles, placés par la justice. De quand date l'institution et pourquoi est-ce qu'elle a vu le jour ? Alors, c'est l'œuvre du père Revet, donc qui était aumônier au lycée de Lens et qui a remarqué qu'il y avait effectivement beaucoup d'enfants dans les rues, un peu en déshérence, que beaucoup de familles étaient en grande difficulté. C'est un peu le début de la fin des mines aussi, donc très compliqué parce que les gens n'avaient plus de travail, parce qu'il y avait de toute façon beaucoup de situations d'alcoolisme aussi et de violences intrafamiliales. Et donc, ils décident d'ouvrir une sorte de foyer pour des jeunes en difficulté, des jeunes en prédélinquance ou des jeunes qui se trouvent mal dans leur famille. Et il est absolument soutenu et aidé par le tribunal de Béthune, par les juges d'instruction, par la mairie, par les mines qui lui cèdent vraiment pour une bouchée de pain le lieu où se trouve actuellement aujourd'hui Riaumont, donc dans une petite colline à quelques kilomètres du centre-ville. Et donc il démarre comme ça, en fait, en ayant déjà accueilli des enfants à Lens, dans des conditions quand même extrêmement spartiates. Et donc, il commence dans ce lieu qui n'est absolument pas construit et il ouvre des sortes de petits baraquements et il commence comme ça avec les premiers enfants qui lui sont confiés. Mais finalement, il fait tout à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une autorisation en bonne et due forme, il commence à recevoir des enfants avant d'avoir les autorisations vraiment définitives des différents ministères, en fait. Alors, j'ai lu aussi que les enfants sur place travaillaient aussi à l'élaboration finalement de ce qui allait devenir l'école. C'est-à-dire que ils ont, entre guillemets, construit l'école. Voilà, et ça fait partie de son projet. Parce que c'est revendiqué, c'est-à-dire que pour lui, les enfants doivent travailler.
c'est une forme de redressement, de rééducation, comme la religion, comme le fait de faire du scoutisme militariste. Tout ça rentre dans une sorte de philosophie éducative. Et effectivement, du coup, les enfants doivent déraciner les arbres parce que c'est un lieu boisé, donc il faut l'entretenir. Et en même temps, ils font du béton et ils construisent les bâtiments qui vont sortir de terre. Au lieu de jouer, au lieu d'avoir des loisirs, au lieu de faire leurs devoirs. Alors, dans la chronologie, ensuite, il y a eu des premières remontées de sévices. Et puis, Riaumont a perdu en 82 son agrément pour les enfants placés. Mais ça ne s'est pas terminé là. Non, absolument pas. C'est-à-dire qu'il y a 3 juges pour enfants qui ont commencé à faire des recherches et qui ont produit un rapport qui est accablant pour Riaumont, hein, et pour toutes ces méthodes éducatives extrêmement violentes qu'ils revendiquent. Le lieu ferme pour plusieurs raisons, parce que Mitterrand est élu et donc du coup il y a tout un ménage qui est fait dans tous les ministères, les préfectures, etc. Donc ils n'ont plus les soutiens qu'ils avaient avant. Et donc, effectivement, l'agrément leur est retiré, mais ce qui est très, très, très troublant, en fait, c'est qu'entre 81, moment où ils ferment, et 89, où ils ouvrent une école privée hors contrat qui s'appelle l'école Jean Bosco, eh bien, ils vont continuer à recevoir des enfants qui leur sont confiés par la DAS. Donc, en fait, ils vont continuer, en dehors de tout cadre légal, à recevoir des enfants pour continuer à faire tourner le lieu. Et comme le père Revet avait plus d'un tour dans son sac, il avait déjà prévu qu'il ferait appel aux familles catholiques traditionnalistes, dont les enfants étaient un peu à volo et ils n'arrivaient pas forcément à les gérer. Et donc, toujours dans cette idée de redressement, recevoir cette fois-ci des enfants dans un cadre plus d'école privée hors contrat, avec le pensionnat, toujours pareil, mais effectivement avec des cours par correspondance et un encadrement de laïcs et de religieux. Ixelles de la Porte. On va revenir à l'aujourd'hui de cette histoire, mais un mot tout de même, j'ai oublié de le préciser, que à la publication de votre ouvrage, ça ne s'est pas passé très simplement. C'est-à-dire que vous avez été aussi accusé d'avoir inventé, d'avoir menti. Oui, mais c'est en fait accusé, même pas directement. C'est-à-dire que j'ai pas eu de procès en diffamation pour le livre. Ils se sont beaucoup répandus dans les réseaux sociaux parce qu'ils sont, pour des moines, extrêmement connectés aux réseaux sociaux. Ils ont Facebook, ils ont X, ils se répandent à peu près partout où ils peuvent, Instagram. Et effectivement, ils n'ont cessé de dire que en fait, j'avais manipulé les gens qui avaient témoigné, que j'avais fait une distorsion de la réalité en ne montrant que les choses négatives. Voilà, donc finalement, encore une fois, au lieu de reconnaître qu'il y avait vraiment eu et d'entendre la parole des victimes, finalement, qu'elles soient des victimes de violences physiques, sexuelles ou morales, au lieu d'entendre ça, de fait amende honorable et de dire, bon, peut-être qu'on a failli sur certains points, au lieu de faire ça, ils se sont accrochés en disant que tout était faux, que je racontais n'importe quoi et que je manipulais les victimes. Ixelles de la Porte, je rappelle que vous avez publié en 2022 Les enfants martyrs de Riaumont. C'était aux éditions du Rouergue. On en parle parce que le procès vient de s'ouvrir. L'ancien prieur de la communauté était jugé dès hier. L'entretien va être à retrouver en intégralité sur la page YouTube de RCF Hauts-de-France ou sur le site rcf.fr région Hauts-de-France. Alors dans votre ouvrage, vous décrivez un enfer derrière les portes du pensionnat. Comment est-ce que vous avez travaillé ? J'ai commencé d'abord par rencontrer Bruno, qui est une des victimes en fait d'un prêtre qui a abusé de lui à Riaumont et qui a commencé à me raconter toute son histoire. Et j'étais un petit peu impressionnée en fait par la brutalité, les méthodes. Et puis petit à petit, on s'est dit que peut-être il fallait retrouver d'autres personnes. Et donc on est allé aux archives. On a commencé à compulser toutes les archives départementales, puis les archives nationales. Et il se trouve que comme Riaumont était un lieu qui accueillait officiellement des enfants, il y avait des traces en fait qui restaient. Donc il y avait des listes d'enfants, il y avait des lettres, il y avait tous leurs projets, il y avait tous les rapports. Et petit à petit, comme ça, avec Bruno, on a reconstitué finalement toute l'histoire institutionnelle de ce lieu que lui-même ne connaissait pas en fait, et de la manière en fait dont il s'était un peu servi finalement des enfants.
D'abord parce que la DAS et l'État payaient un prix de journée, donc l'argent, il allait quand même dans la communauté. Et puis aussi, comment ils ont utilisé les enfants, en fait, aussi à un niveau de lavage de cerveau, parce que pour beaucoup d'entre eux, une fois qu'ils sont sortis de Riomont, ils étaient complètement inadaptés, puisqu'on avait cessé de leur expliquer que la société était mauvaise, que les codes de la société n'étaient pas les bons, que les femmes étaient bonnes que à faire des enfants. Donc ils avaient une sorte des représentations de la société qui étaient quand même très restreintes, très rabougries. Et c'était très dur pour eux, en fait, de se réadapter. Ça a été facile de libérer la parole. Est-ce qu'ils vous ont confié aisément, facilement leurs témoignages ? Pour les plus anciens, j'ai l'impression que c'était le moment. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont livré leur histoire sans même trop me demander ce que j'étais en train de faire. Donc je sentais qu'ils n'attendaient que ça, en fait, que je leur pose la question: qu'est-ce qui s'est passé pour vous à Riomont ? Pour les plus jeunes, puisque j'ai enquêté quand même jusque dans les années 2015-2016, c'était plus difficile parce que c'était plus récent, et on sait très bien que quand il y a des viols, des violences sexuelles et des violences physiques et des intimidations dans l'enfance, c'est plus difficile quand on est plus jeune de parler. On le voit très bien avec l'affaire de Betaram. Parmi les élèves qui ont été auditionnés, enfin les anciens élèves qui ont été auditionnés par la justice aussi, il faut souligner que certains, en revanche, alors peut-être vous avez eu le cas, vous allez nous le dire, certains ont déclaré avoir beaucoup reçu de Riomont, certains ont changé de version au fil des auditions, ou ont expliqué ne jamais avoir assisté à ces violences. Est-ce que vous avez aussi ces anciens élèves qui ne voulaient pas participer finalement ? Oui, j'ai aussi dans le livre des témoignages d'anciens qui étaient très heureux, en tout cas qui disaient avoir été très heureux à Riomont, que Riomont leur avait apporté beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que j'ai tenu à mettre dans le livre, puisque ça fait partie aussi de l'histoire de Riomont, d'avoir des gens qui ont, disons, bien vécu leur passage. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vécu la violence. C'est-à-dire que la violence, elle était endémique, elle était systémique, elle était pour tout le monde. Et après, vous avez plein de profils de gens différents, et il y en a qui supportent mieux que d'autres peut-être, il y en a qui y sont passés peut-être moins de temps, il y en a aussi qui venaient de familles qui étaient assez proches de Riomont et qui peut-être avaient une forme de protection que d'autres n'avaient pas, parce qu'il y avait des traitements différents selon d'où vous veniez et combien vous payez. Donc pour les plus anciens et pour les plus jeunes, j'ai été confrontée effectivement à une réaction un peu épidermique de: mais pourquoi vous venez salir notre enfance, qu'est-ce que vous venez chercher là? Et moi je dissocie, je fais la part des choses, c'est-à-dire qu'effectivement qu'il y en ait qui aient pu bien vivre certaines choses, j'en doute pas. Heureusement, il n'y avait pas que des choses négatives, mais ça ne change rien au fait que tous reconnaissent à un moment donné ou à un autre du témoignage que la violence était permanente. Alors, concernant le volet des violences pour mineurs, je rappelle que le parquet de Béthune a donc requis la tenue d'un procès contre l'ancien prieur. 5 autres religieux de Riomont, des cas de maltraitance étalés de 2007 à 2019, les périodes qui varient d'un mis en cause à l'autre. Il s'agit, selon le procureur de Béthune, non pas dans ces cas-là de violences sexuelles, mais de gifles, de coups, de punitions dégradantes envers des dizaines d'enfants. Et puis, il y a 2 autres encadrants de Riomont qui sont mis en examen pour agression sexuelle. Est-ce qu'on a c'est compliqué d'avoir une image du planning, de l'agenda, de ce qui va se passer. Est-ce que vous pouvez, en quelques minutes, nous dire ce qu'il en est ? Mais pour les religieux, effectivement, je pense que c'est le prochain. Après, on va avoir le délibéré pour le père Alain au mois de mai. Et puis certainement, soit entre les deux, soit par la suite, on aura effectivement la tenue du procès de ces 6 religieux, du coup, parce qu'il y a le père Alain dedans. Et puis, il y a par la suite encore la question effectivement du traitement des viols d'une des victimes, qui est celui par qui quelque part tout a commencé, puisque c'est sa plainte non prescrite qui a déclenché toute l'enquête qui a suivi et les plus de 200 auditions à travers le monde d'anciens. Donc en gros c'est ça, mais en termes de calendrier, c'est difficile d'avoir une visibilité, parce qu'on sait très bien que voilà, la justice manque de moyens, que c'est difficile. Et puis c'est une affaire qui dure déjà depuis plus de 12 ans. Avec celle de la Porte. Je rappelle, pour celles et ceux qui nous rejoindraient, que puisque c'est une institution catholique, que dans les évangiles, l'attitude de Jésus à l'égard des enfants est tout de même très précise. Il présente l'enfant à ses disciples non comme un être imparfait et corrompu qui doit être corrigé, mais de façon contraire, comme
comme un modèle à suivre, laissez les enfants venir à moi, etc. Et l'Église travaille depuis plusieurs années en son sein sur les abus qui ont été commis en son sein. La CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, eh bien, a donné la parole aux victimes et continue de faire un travail de justice. XL Delaporte, vous, en tant que journaliste, documentariste, c'est pas anodin de se lancer dans ce genre d'enquête, et maintenant vous en êtes coutumière puisque eh bien, vous avez d'abord sorti un premier livre qui s'appelait Les raisins de la misère, consacré aux travailleurs précaires dans le Bordelais, et puis d'autres ouvrages d'enquête. C'est du long cours, c'est de l'humain, c'est de l'investigation auprès des laissés pour compte. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi je fais ça? Parce que si je le fais pas, qui va le faire? Parce qu'il faut le faire, parce que c'est très important de donner la voix à ceux qui ont pas la parole. Parce que le travail de libération de la parole dans le cas de Riomont, c'est un travail effectivement de très longue haleine, et qu'il y a tant de souffrance derrière chacune de ces victimes, que la moindre des choses est de leur tendre le micro, de les écouter, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour eux et comment ils ont vécu tout ça, et comment ça peut détruire des vies entières en fait, parce que la majorité des gens que j'ai rencontrés, c'est des gens qui ont mis des années à se relever de ça, qui ont été pris dans des spirales d'addiction. En fait, ça peut détruire une vie. Alors peut-être que ça se voit pas dans la rue quand vous marchez, mais en fait, les violences, les enfants sont vraiment les premières victimes en fait de violences physiques, sexuelles, intrafamiliales. Et je trouve que la France a vraiment du mal à poser des garde-fous législatifs, à faire que la France et que l'opinion publique, les gens individuellement, puissent avoir une culture de la protection des enfants, et que ce soit pas quelque chose de vécu comme une sorte de délation, mais au contraire comme de la protection des enfants. Et je trouve qu'on est vraiment qu'au début de ça, et ce genre d'affaires, elles viennent jeter une lumière crue sur les manquements et les difficultés qu'on peut avoir collectivement à prendre le sujet de la protection de l'enfance à bras-le-corps. Donc c'est ça en fait, c'est des vies individuelles, mais c'est aussi un combat collectif. Là, ça fait plus de 6 ans que je suis avec toutes ces personnes, et je ne fais pas ça pour l'argent ou pour ma gloire personnelle. Je fais ça parce que c'est mon devoir en fait de faire ça, c'est ma place. Moi, j'y trouve mon compte, parce que je trouve que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas été maltraitée, j'ai eu des parents formidables et j'ai eu une enfance absolument parfaite. Et je rends quelque chose de ce que j'ai eu moi, de cette chance que j'ai eu moi en fait. XL Delaporte, journaliste documentariste, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre en direct à ces questions. Merci à vous.